Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 19e semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur le sommet I Choose Europe for Science, sur la possible réponse de l'Union européenne aux droits de douane américains et sur le plan de la Commission pour stopper net l'importation de gaz russe. Dans le club des 27, l'extrême droite gagne le premier tour de la présidentielle en Roumanie, Friedrich Merz avec une semaine riche en émotions, et la Pologne signe le traité de Nancy avec la France. Et chez nos chers voisins, le Vatican a fait élire le pape Léon XIV et la Turquie voit Ekrem İmamoğlu bloqué sur le réseau social X. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Compétitivité. Le sommet I Choose Europe for Science pour attirer des chercheurs du monde entier. Face à l'offensive de Donald Trump subie par les chercheurs aux États-Unis, lui qui a adopté un décret exécutif pour bannir des mots dans la recherche, la France et l'Union européenne se mobilisent pour débaucher des chercheurs de standing international. Lundi 5 mai se tenait le sommet I Choose Europe for Science à la Sorbonne, auquel étaient conviés des centaines de chercheurs et de représentants d'universités. L'Union européenne se veut être le fer de lance de la liberté académique, en opposition à ce qui se passe outre-Atlantique. Ursula von der Leyen a annoncé vouloir inscrire la liberté de la recherche scientifique dans la législation via une nouvelle loi sur l'espace européen de la recherche. L'UE va débloquer 500 millions d'euros sur la période 2025-2027 pour tenter d'attirer des chercheurs américains en Europe. Un autre plan sur 7 ans dans le cadre financier pluriannuel sera fait pour financer les chercheurs européens, mais aussi les chercheurs du monde entier, et un doublement des bourses d'études octroyées par le Conseil européen de la recherche aux chercheurs qui souhaiteraient s'installer en Europe. Un financement que le président français veut accompagner d'un budget de 100 millions d'euros pour aider à l'installation des chercheurs étrangers en France. Un budget qui viendrait des fonds non utilisés du plan France 2030. Ce qui fait tiquer, ce sont les sommes assez modestes proposées par la France et l'Union européenne en comparaison des 200 milliards d'euros de budget annuel américain dédié à la recherche. Emmanuel Macron promet que les chercheurs débauchés ne remplaceront pas des chercheurs français, mais compléteront les équipes. Se pose aussi la question des moyens alloués. Les syndicats se plaignent de la précarisation de la recherche et du manque de moyens, en citant notamment l'annulation de crédits alloués à la recherche en France à hauteur d'1,6 milliard d'euros pour 2024 et 2025. International, l'Union européenne menace de répliquer aux droits de douane à hauteur de 100 milliards d'euros. C'est la deuxième phase du plan européen de réponse aux droits de douane américains. Après une première réponse limitée sur les droits de douane concernant l'acier, l'aluminium et l'automobile, pour un montant de 21 milliards d'euros, la Commission européenne menace de taxer les biens américains à hauteur de 100 milliards d'euros. C'est avant tout un levier de négociation pour tenter de faire renoncer à l'administration Trump la menace d'exécution des droits de douane. Pour l'instant, les droits de douane américains devraient toucher 97% des biens européens importés aux États-Unis, d'après le commissaire européen au commerce, Maroš Šefčovič. L'Union européenne menace de taxer les avions, les voitures, les ferrailles, les produits chimiques, les alcools, les produits alimentaires importés des États-Unis. Une série de produits pour lesquels l'Europe peut facilement trouver une alternative, étant donné que les produits américains ne sont pas les plus importés dans ces catégories. Des taxes très loin des 380 milliards d'euros annoncés par les États-Unis, qui se justifient par le fait que l'Union européenne veut passer par la voie des négociations pour trouver une solution. En parallèle, l'Union européenne intente une action devant l'OMC pour contester la régularité des droits de douane sur l'automobile et sur les droits de douane réciproques. Une procédure qui oblige les deux parties à trouver une conciliation dans un premier temps, et si cette phase n'est pas suffisante, c'est l'OMC qui tranchera.
mais difficile de croire que les États-Unis respecteront la décision de l'OMC, quelle qu'elle soit, puisque sous Donald Trump, il est de coutume de quitter les institutions internationales, comme il l'a fait avec l'UNESCO par exemple. Énergie. La Commission présente sa feuille de route pour en finir avec le gaz russe en 2027. Mardi 6 mai, Ursula von der Leyen a annoncé sa feuille de route devant le Parlement pour passer une étape supplémentaire dans la fin du gaz russe dans l'Union. Face à l'impossibilité de se couper totalement de l'énergie fossile russe, la Commission tente de réagir. Un plan qui se construit en deux temps. Tout d'abord, une interdiction de signer de nouveaux contrats et des contrats courts existants avec des entreprises russes pour fin 2025 et la fin de l'ensemble des importations d'ici 2027. Il faut dire que la Commission européenne cherche depuis 3 ans à mettre fin à la dépendance russe qui a servi de levier de chantage envers les Européens. Nord Stream 2 étant coupé avant d'être saboté, faisant mécaniquement monter les prix de l'énergie dans l'Union. Les importations de gaz russe par les gazoducs sont passées de 45% en 2021 à 19% en 2024. Mais dans le même temps, les Européens se sont tournés vers le gaz naturel liquéfié et la Russie en profite. Le GNL russe représente 20% du GNL importé en Europe. La France a augmenté son importation de GNL russe de 81% entre 2023 et 2024 en échange d'un chèque de 2,34 milliards d'euros. Cette feuille de route sera proposée au Parlement européen et aux États membres. Il a pour objectif de trouver des alternatives. Cependant, des eurodéputés, comme la verte Marie Toussaint, mettent en garde sur le fait de quitter une dépendance pour une autre. Elle vise bien sûr les États-Unis, qui ont inclus le GNL comme possible moyen de sortir de la guerre commerciale. Total Energy, qui importe du GNL russe pour la France, met de son côté en garde sur l'augmentation des prix en cas d'arrêt des importations russes. La proposition législative devrait être transmise en juin. Chez les 27, la Tchéquie, la Hongrie et la Slovaquie avaient continué à importer leur gaz par le gazoduc Druzhba, qui passe par les Balkans du fait de leur manque d'accès à la mer. Aujourd'hui, seule la Tchéquie a pris des dispositions pour sortir de sa dépendance. La Hongrie a déjà fait part de son opposition au plan de la Commission. La Slovaquie devrait naturellement suivre. D'après le commissaire à l'énergie, Dan Jorgensen, l'Union européenne a dépensé pour 200 milliards d'euros de gaz russe depuis le début de la guerre en Ukraine, ce qui équivaut à l'achat de 2400 F-35. Un texte qui nécessitera certainement, encore une fois, de trouver une astuce juridique pour faire adopter le texte à la majorité qualifiée. Passons désormais au club des 27. Roumanie. Le candidat d'extrême droite George Simion en tête du premier tour de la présidentielle. 5 mois après la victoire au premier tour de la présidentielle de novembre de Călin Georgescu, finalement annulée début décembre par la Cour constitutionnelle, les Roumains étaient à nouveau appelés à voter pour leur prochain président. 11 candidats se sont présentés pour ce scrutin. Sans surprise, le leader d'Alliance pour l'unité des Roumains, George Simion, adoubé par Călin Georgescu, arrive en tête avec 40,6%, profitant ainsi des voix des supporters de Călin Georgescu et de SOS Roumanie, le parti mené par Diana Jovanovici Șoșoacă, tous les deux interdits de concourir lors de cette présidentielle. Le plus surprenant, c'est que la diaspora roumaine à travers le monde a voté en masse pour lui, surtout dans l'Europe de l'Ouest. George Simion joue sur la corruption endémique laissée par les deux partis traditionnellement au pouvoir, le Parti social-démocrate et le Parti national-libéral. Il veut retrouver les anciennes frontières de la Roumanie d'entre-deux-guerres, ce qui veut dire qu'il revendique des terres moldaves et des terres ukrainiennes. Il entend défendre le droit des minorités roumanophones dans ces deux pays. Il veut mettre fin à l'aide à l'Ukraine et s'aligne sur le discours de Donald Trump sur la paix. À l'inverse de Georgescu, il n'est pas pro-Poutine qu'il a qualifié de criminel de guerre. En deuxième position,
arrive Nico Jordan, le maire de Bucarest, qui candidate en tant qu'indépendant, mais qui est soutenu par le parti centriste Union Sauver la Roumanie, avec 20,9% des voix. Le candidat soutenu par l'alliance gouvernementale du Parti social-démocrate et du Parti national-libéral, Crin Antonescu, échoue à 20,3%. George Simeon continue sa montée en puissance et profite de l'énorme dynamique de Colin Georgescu, bien aidé par la désinformation russe et la manipulation de TikTok l'hiver dernier. George Simeon promet que Colin Georgescu deviendra Premier ministre, soit par référendum, soit par une coalition de partis, ce qui semble improbable pour le moment, soit par la dissolution du Parlement et de nouvelles élections. Même si Nico Jordan peut encore refaire son retard, le doute est quand même immense quant à sa capacité à rallier à lui des sociodémocrates et des libéraux conservateurs, aucun des deux n'ayant donné de consigne de vote, une posture qui profite clairement à l'extrême droite. L'impopularité du PSD et du PNL, deux partis en plein déclin, minés par les affaires de corruption, n'aurait peut-être fait qu'empirer la situation pour Nico Jordan. Il doit tenter de rallier les pro-européens de tous bords et de mobiliser un maximum de ceux qui n'ont pas voté, la participation dépassant légèrement les 50%, avec 53,19%, ce qui démontre une fatigue démocratique en Roumanie. Le doute est permis concernant l'électorat conservateur chez les sociodémocrates et les nationaux libéraux qui pourraient être inquiets de voter pour Nicu Jordan, soutenu par USR. Nicu Jordan avait fondé USR, mais il avait pris ses distances avec le parti après que le parti se soit prononcé en faveur du mariage gay. Subsiste donc une énorme incertitude sur le report de voix. Les 2 semaines de campagne peuvent être déterminantes. Rappelons que le président roumain n'a pas autant de compétences que le président français. Néanmoins, il est responsable de la diplomatie. Le président a son mot à dire sur la réforme judiciaire et il aura du poids dans les relations avec l'UE et l'Ukraine. La défaite de Crin Antonescu a entraîné la démission du gouvernement. Marcel Ciolacu l'a annoncé au lendemain du scrutin, lundi 5 mai. Marcel Ciolacu n'a pas annoncé sa démission à la tête du PSD et n'entend pas soutenir Simeon ni faire alliance avec lui, même s'il n'appelle pas à faire barrage. Il était parvenu à rester au gouvernement au bénéfice d'une alliance large avec les nationaux libéraux et les démocrates magyars de Roumanie. Il avait juré de ne pas redevenir Premier ministre après sa défaite au premier tour de la présidentielle en novembre. Il y était finalement revenu à la faveur d'un scrutin législatif qui n'avait pas donné de réel gagnant et une coalition avec le PNL et l'UDMR. Une manœuvre qui a certainement renforcé le vote anti-système. Allemagne, Friedrich Merz mis en difficulté avant sa prise de fonction en tant que chancelier. Lundi 5 mai, la semaine se présentait bien. La CDU-CSU et le SPD signaient enfin le contrat de gouvernement après la validation du contrat de coalition par les bases des partis. Le SPD a même présenté les ministres qui y rejoignent le coprésident du SPD, Lars Klingbeil. Une équipe social-démocrate légèrement plus féminine, avec 4 femmes et 3 hommes. Ne figure pas dans cette équipe la coprésidente Saskia Esken, ce qui la fragilise et pourrait la pousser hors de la direction du parti. L'ancienne présidente du Bundestag, Bärbel Baas, y sera ministre du Travail. Fille de chauffeur de bus, elle a commencé sa vie professionnelle en tant que soudeuse, pour finir directrice du service d'assurance maladie de son entreprise avant d'entrer au Bundestag en 2009. À la justice, c'est Stefanie Hubig, une quasi-inconnue, mais qui a déjà été ministre de l'Éducation dans le land de Rhénanie-Palatinat. Rehem Alabali Radovan récupère un ministère presque sacrifié par les négociations, le ministère de la coopération économique et du développement. Elle sera donc en charge de l'aide au développement. Carsten Schneider sera ministre de l'Environnement et du Climat. Le climat était accolé au budget lors du précédent gouvernement. Elle récupère un portefeuille important
et il sera incontournable dans la mise en place du plan de relance pour les infrastructures. Il est député depuis 1998 et était ministre sous le gouvernement Scholz en charge des relations avec les Länder de l'ex-Allemagne de l'Est. Au logement, c'est Verena Huberts, ancienne membre expérimentée de la direction du SPD, qui sera aux manettes. Cela faisait partie de ses domaines d'expertise au sein du parti. Elle devra remplir les objectifs non atteints par le précédent gouvernement qui promettait la création de 400 000 logements par an. Et sans surprise, Boris Pistorius reste ministre de la Défense. Il avait été la révélation du précédent gouvernement. Son soutien sans faille à l'Ukraine le rend très apprécié par la droite et il avait été le chef d'orchestre du plan de 100 milliards d'euros pour la Bundeswehr. Il devrait être encore une fois l'une des personnalités importantes du gouvernement. Mais malgré un bel enthousiasme, en début de semaine, le gouvernement Merz est bousculé avant même de prendre ses fonctions. Alors que la CDU-CSU et le SPD disposent à eux deux de 328 députés et la majorité étant à 316 voix, le vote aurait dû être une simple formalité. Mais à l'annonce des résultats, silence de cathédrale dans la Chambre avant que la présidente ne suspende la séance. Friedrich Merz ne récolte que 310 voix et échoue à 6 voix près. Les partis doivent se consulter avant de revenir voter dans l'après-midi. L'AfD profite du coup de tonnerre pour appeler à de nouvelles élections législatives. Friedrich Merz est le premier candidat chancelier à passer par un second tour depuis l'adoption de la loi fondamentale en 1949. Et comme les votes sont à bulletin secret, impossible de savoir si ce sont les sociodémocrates qui ont voulu envoyer un message sur la politique sociale et migratoire de Merz, ou si la CDU-CSU n'a pas digéré le revirement de Merz sur le frein à l'endettement. Finalement, Merz est élu au deuxième tour malgré la défection de 3 députés de la coalition. Un petit contretemps qui ne l'a pas empêché de se rendre à Paris, puis à Varsovie, mercredi 7 mai. Un petit marathon diplomatique pour relancer le triangle de Weimar avec ses deux voisins, dont les relations n'étaient pas au beau fixe avec Olaf Scholz. Avec Emmanuel Macron, ils ont la volonté de relancer une coopération politique forte. Leur rencontre a beaucoup tourné autour des politiques de sécurité et de défense. Ils souhaitaient notamment mettre en place un conseil de défense et de sécurité conjoint pour apporter des réponses opérationnelles. Il a aussi été question de l'élargissement du parapluie nucléaire français. Aussi, ils défendent une accélération du calendrier sur la compétitivité et sur les propositions des rapports Draghi et Letta qui proposaient de finaliser les unions de marché encore inabouties. Dans l'après-midi, la rencontre à Varsovie était beaucoup plus neutre. La faute au premier tour de la présidentielle polonaise qui se tiendra le 18 mai. Il fallait éviter une visite qui n'influence trop le scrutin. Friedrich Merz et Donald Tusk envisagent de renouveler le traité d'amitié germano-polonais signé en 1991. Il y a eu beaucoup de discussions sur la sécurité et la défense, sur l'Ukraine, sur les tensions avec Donald Trump et sur l'immigration. Friedrich Merz promet d'améliorer les liaisons ferroviaires entre les deux pays, mais surtout la construction d'un mémorial à Berlin des victimes du nazisme dont la Pologne a beaucoup souffert. Le sujet de l'immigration est sensible puisque Friedrich Merz a annoncé vouloir refouler les demandeurs aux frontières, mais promet à la Pologne de trouver une solution au niveau européen. Pologne. Le pays signe le traité de Nancy avec la France. Vendredi, c'était au tour de Donald Tusk de se rendre en France. Comme évoqué ces dernières semaines, la France et la Pologne avaient pour projet de signer un accord d'assistance mutuelle, un accord qui prendrait le nom de traité de Nancy. Nancy n'est pas choisie au hasard puisque la fameuse place Stanislas se nomme ainsi en hommage à l'ancien roi de Pologne, devenu duc de Lorraine et beau-père de Louis XV, Stanislas Leszczyński. Le traité aborde les domaines stratégiques comme la défense, l'énergie, le nucléaire,
la coopération scientifique, linguistique et culturelle. Le cœur du traité concerne la coopération militaire et notamment une assistance mutuelle en cas d'agression et des exercices conjoints. Un traité qui renforce la place grandissante de la Pologne dans l'Europe des 27, une Pologne qui s'est développée très rapidement depuis son entrée dans l'Union. Le traité ouvre la possibilité d'étendre la coopération dans le cadre de la dissuasion nucléaire. La dissuasion n'est pas mentionnée expressément dans le traité, mais l'ambiguïté stratégique est garant de l'efficacité de la dissuasion, d'après Emmanuel Macron. L'assistance mutuelle est un renforcement de l'article 5 du traité transatlantique au niveau bilatéral. Les deux pays procéderont à des exercices conjoints et devraient aussi permettre d'appuyer leur position diplomatique commune. Avec le traité de Nancy, la France veut devenir une alternative diplomatique et sécuritaire des États-Unis, sans toutefois supplanter l'allié américain. Sur les équipements, la France obtient de la Pologne la préférence européenne sur l'achat de matériel militaire dans le futur. La Pologne donne des signes d'un atlantisme beaucoup plus européen, ce qui est aussi un marqueur dans le débat polonais, avec la droite ultra-conservatrice qui veut s'aligner uniquement sur les États-Unis et qui a fait de l'Europe un bouc émissaire. En cas d'agression, la France promet de pouvoir envoyer des capacités combattantes dans les 30 jours. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Vatican, le cardinal Robert Francis Prevost devient Léon XIV. 2 jours de vote, 4 tours, c'est ce qui aura suffi pour trouver le successeur du pape François. C'est le cardinal Robert Francis Prevost, 69 ans, qui devient le 267e pape. C'est le premier pape états-unien de l'histoire. Il est considéré comme un modéré capable de faire la synthèse entre les synodalistes, ceux qui veulent une église plus horizontale et inclusive, et les conservateurs. Devenu cardinal depuis 2023, il a occupé plusieurs fonctions importantes dans les dicastères, l'équivalent des ministères au Vatican, et notamment celle de conseiller le pape François sur la nomination des évêques à travers le monde. D'origine française, italienne et espagnole par ses parents, il est né et a grandi dans les quartiers populaires de Chicago. Il a passé 2 décennies au Pérou, ce qui en fait un pape avec énormément d'influence culturelle. Il a été notamment archevêque de Chiclayo, au nord du Pérou. Sa grande connaissance du droit canon faisait de lui un candidat naturel à la fonction suprême du Vatican. Il se place plus ou moins dans les pas du pape François dans son discours, vantant les bienfaits d'une église populaire, plus proche des plus pauvres. D'ailleurs, le choix du prénom Léon n'est pas un hasard. Léon XIII, qui était le pape de 1878 à 1902, a théorisé la doctrine sociale de l'Église. Sur la politique américaine, il a épinglé plusieurs fois déjà Donald Trump et J.D. Vance sur leur discours sur l'immigration et aussi sur le fait de hiérarchiser l'amour du prochain. L'influenceuse pro-Trump Laura Loomer s'est fendue d'un tweet le traitant de pape marxiste et woke très vite après l'annonce de sa nomination. Les enjeux de son mandat sont divers. Déjà, la crise des vocations dans l'Église, le nombre de prêtres ne cesse de décroître malgré une hausse du nombre de fidèles. Il devra aussi poursuivre l'assainissement des finances entrepris par le pape François et la lutte contre la pédocriminalité. Sur ce dernier point, il a été très critiqué sur la gestion de certains cas quand il dirigeait le diocèse de Chiclayo. Turquie, le compte X d'Ekrem İmamoğlu bloqué. Comme le gouvernement avait procédé en 2013 lors des protestations sur la place Taksim et du parc Gezi à Istanbul, le gouvernement turc continue de restreindre l'accès de l'opposition à Twitter devenu X. Jeudi 8 mai, le compte d'Ekrem İmamoğlu était bloqué sur la plateforme X. Le réseau social détenu par Elon Musk justifie sa décision par une demande légale de la Turquie. Un blocage qui intervient au lendemain d'un rassemblement devant l'université d'Istanbul réunissant des dizaines de milliers de manifestants. Ce serait un message du 24 avril qui serait considéré comme un appel à la haine et une incitation à commettre un délit.
Dans ce message, il faisait part de son intention de déposer plainte contre Recep Tayyip Erdogan et son parti l'AKP, sans les nommer, qu'il considère responsables de la crise économique et démocratique du pays. Une énième preuve que l'exécutif turc est déterminé à éteindre toute contestation, alors que dans le même temps, il tente de jouer un rôle central dans les pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 19e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne peut-être rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.